Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Désolé pour les quelques minutes de retard motivés par les derniers réglages nécessaires. Je ne vous cache pas que l'exercice est intéressant, nécessaire, à notre sens indispensable, mais que j'aurais très nettement préféré le faire en présentiel pour avoir le plaisir de vous saluer et avoir des échanges plus directs parce que l'exercice face caméra n'est pas forcément le plus agréable et le plus convivial. En tout cas, on va faire ça et on va se concentrer effectivement sur le fond, sur le contenu, c'est-à-dire, je veux dire, l'exposition de nos propositions, des propositions de Coenov pour le bâtiment, pour le prochain quinquennat. Donc, si vous le voulez bien, pour commencer, un petit rappel qui concerne le contexte dans lequel on fonctionne. On est effectivement dans un contexte, aujourd'hui, vous le savez tous bien depuis quelques mois, dans un contexte qui est riche en scénarios, que ce soit RTE naturellement, que ce soit l'ADEME, que ce soit Negawatt, que ce soit même NJ, il y a peu de temps, s'est commis d'un scénario. Donc il y a un certain nombre de scénarios qui ont chacun effectivement leur particularité, mais qui finalement reposent sur trois points communs. Tous naturellement sont dans un objectif de décarbonation à l'horizon 2050 pour l'ensemble des secteurs de l'économie. Là où les choses peuvent varier, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Le deuxième, effectivement, point commun, c'est une baisse majeure, drastique des consommations d'énergie, de toutes les énergies. J'y reviendrai. La question qui demeure en suspens, c'est à quelle hauteur cette baisse majeure des consommations, et que dans cette baisse majeure de l'ensemble des consommations, il y a quand même un accord sur une augmentation de la consommation d'électricité, donc une forte électrification, là aussi, et par contre avec la question jusqu'où va-t-on dans cette électrification. Donc ça, ce sont, je dirais, les points communs de tous ces scénarios dans lesquels, tout naturellement, Cohenov s'inscrit pour élaborer ses propositions. Le deuxième point également sur lequel je souhaiterais insister, vous connaissez pour la plupart d'entre vous les postures de Cohenov sur le sujet, elles n'ont pas changé depuis la création, hein, c'est-à-dire que la création de l'association étant fondée sur la conviction de la complémentarité des énergies, d'un mix pluriel et diversifié pour atteindre les objectifs, nous n'avons pas changé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit décarbonation égale électrification, le on étant extrêmement général. Le on s'applique même aux déclarations qui ont été faites récemment par le président de la République actuelle à Belfort. Donc il y a une espèce d'égalité un peu sommaire, décarbonation égale électrification. Et donc, de facto, si on veut électrifier, il faut augmenter les moyens de production électrique. Donc, il faut relancer le nucléaire, il faut relancer les ENR électriques, sachant qu'on se doute bien qu'il y a là d'énormes investissements à la clé, sans qu'à ce jour, aucun n'ait été véritablement chiffré et prévu, même si la Cour des comptes, il y a encore peu de temps, avait attiré l'attention sur le fait que discuter sur le nombre d'EPR était certes intéressant, commencer à envisager des pistes de financement l'était certainement encore plus. Donc, par rapport à ça, d'autres petites remarques de la part de Cohenov pour justement se démarquer de cette vision un peu trop monolithique, on va dire. RTE est-il la Bible? Doit-il être la Bible sur l'ensemble des prévisions, des perspectives énergétiques? C'est en tout cas comme ça qu'il est considéré aujourd'hui. Bon, pour autant, et sans être prétentieux par rapport à RTE, il y a quand même un certain nombre de choses pour ceux qui ont pu lire l'ensemble de leurs prévisions qui restent à notre sens discutables, et que ce soit sur la notion de sobriété versus décroissance, que ce soit sur les visions de consommation des différentes énergies. Et soyons clairs, en ce qui me concerne, j'ai tout le respect nécessaire pour RTE en tant qu'expert du mix électrique. Je me pose quand même des questions sur, dès lors que l'on aborde le mix énergétique. Et par rapport à ça, un petit rappel de
base, mais qu'on oublie un peu trop rapidement, c'est que l'électricité ne se stocke pas ou très difficilement, et a fortiori dès lors qu'on veut passer en grande quantité. Et d'ailleurs, il y a l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, que l'on ne peut pas taxer de pro-gaz à tout prix, qui rappelle que le principal défi technique de la décarbonation, c'est le besoin de flexibilité du système électrique, et cette nécessité en permanence, c'est déjà le cas aujourd'hui, cette nécessité en permanence d'adapter l'offre à la demande, et d'où cette importance de la flexibilité pour les années qui viennent, sachant que je fais effectivement confiance aux experts de l'électricité pour trouver des solutions. On peut aussi considérer que pourquoi chercher des solutions compliquées alors qu'on peut faire simple, c'est-à-dire avec un mix énergétique diversifié. Donc c'est dans ce contexte que l'association Coenov a élaboré ses réflexions et ses propositions qui s'articulent autour de 4 mots-clés, alors, qui vont apparaître à l'écran. Voilà, les 4 mots-clés qui vont sous-tendre nos différentes propositions. La résilience, puisqu'effectivement, a fortiori, quand on se lance dans des réflexions prospectives qui engagent l'avenir dans de nombreuses années, l'important, c'est effectivement de s'appuyer sur des systèmes résilients, c'est-à-dire susceptibles de faire face aux différents imprévus qui peuvent survenir, que ce soit en matière d'aléas climatiques difficilement prévisibles, ou que ce soit en termes de problématiques de délai et de coûts pour les nouvelles infrastructures. Le deuxième point, le deuxième mot-clé, c'est la souveraineté, c'est-à-dire que nous avons bien intégré les objectifs de souveraineté qui sont portés par le gouvernement et par tous les candidats à l'élection présidentielle. La souveraineté est importante et le gaz renouvelable, justement, on va y revenir, doit apporter une contribution décisive à cet objectif de souveraineté en remplaçant cette production, cette acquisition de gaz qui vient peser sur la balance commerciale par une production locale dans les territoires. Et le troisième mot-clé, c'est extrêmement important aujourd'hui pour les années qui viennent, l'intégration de la problématique du pouvoir d'achat des différents ménages par rapport à leur budget énergétique. Et le quatrième point, naturellement, c'est le respect de l'environnement. Donc ce sont ces 4 mots-clés que l'on va retrouver en filigrane dans l'ensemble de nos propositions que l'on va retrouver, sachant que j'ai un problème avec la télécommande. Voilà. Donc, si on commence véritablement la présentation, sachant que j'aurais pu commencer par ça, et donc je vous le précise, l'ensemble de ce que l'on vous présente, et naturellement encore plus la plaquette de présentation, vous sera transmis par voie numérique dès la fin de cette conférence de presse. Donc vous allez retrouver plus détaillé encore tout ce que je vais vous dire. Donc, premier constat de départ pour ouvrir notre réflexion, une ambition forte sur l'ensemble du plan énergétique. Le quinquennat qui s'achève a été marqué par des choses importantes, puisque finalement on a commencé le quinquennat, on était dans le facteur 4. Très vite, on est passé à la neutralité carbone, donc on a une augmentation des objectifs, soutenue par un arsenal législatif important, législatif et réglementaire important, que ce soit la révision de la PPE et de la SNBC en 2019, que ce soit la loi énergie-climat en 2019 également, la loi climat-résilience en 2021, à l'été dernier. Donc on a un arsenal législatif et réglementaire qui s'étoffe. On entre, vous le savez tous très bien, dans une phase d'actualité décisive avec les travaux de la stratégie française énergie-climat qui connaîtra, et ça c'est une nouveauté par rapport à ce qui se passait jusqu'à présent, qui connaîtra un point d'orgue en juillet 2023 avec un projet de loi qui fera donc l'objet d'un débat avec la nouvelle Assemblée nationale et le Sénat sur une loi de programmation énergétique pour valider la nouvelle SNBC et la nouvelle PPE. Donc on a véritablement là quelques mois tout à fait décisifs en matière de vision énergétique prospective. Et malheureusement, à ce jour, pour l'instant, la France a
reste dans la voie unique de l'électrification dont je parlais tout à l'heure, même si il faut bien reconnaître qu'il y a quand même à ce jour, par rapport à ce postulat, à cette affirmation, quand même un certain nombre de choses qui restent en suspens, que ce soit la gestion, encore une fois, de ces aléas climatiques, que ce soit le réalisme des intentions, notamment en matière de nouveaux moyens de production nucléaires et autres. 6 EPR, 8 EPR, c'est facile d'afficher un chiffre, c'est beaucoup plus difficile à ce jour, surtout que le- par rapport à l'expérience que l'on a eue jusqu'à présent, de s'assurer qu'en matière de coûts et de délai, on va tenir le calendrier tel qu'il se profile. Donc par rapport à ce contexte général, les propositions de Cohenov les propositions de Cohenov s'articulent autour de 5 axes que je vais détailler. 5 axes. La première, il s'agit de préserver la résilience du mix énergétique diversifié, soutenable économiquement et socialement. Donc une ambition, une proposition autour du maintien d'un mix énergétique pluriel et diversifié. La deuxième s'articule autour du développement des gaz renouvelables, c'est-à-dire que décarboner le mix énergétique, en fait, c'est dynamiser le développement des gaz renouvelables permettant de décarboner le gaz. Troisième point, et c'est le cœur de métier, vous le savez bien, de Cohenov, il va s'agir d'accélérer la décarbonation des bâtiments. Qui sont importants pour le pouvoir d'achat des Français et aussi pour la maîtrise de la pointe électrique hivernale. Le quatrième point, ça va être de stimuler, la quatrième axe, stimuler l'innovation industrielle française, source de gage de souveraineté énergétique et d'emplois locaux. Et le cinquième point, c'est ce que nous appelons penser la transition énergétique d'une manière plus globale dans toutes ses dimensions, considérant qu'il y a aujourd'hui, on y reviendra, une focalisation tout à fait légitime, tout à fait nécessaire sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la recherche du bas carbone. Mais je dirais que les aspects environnementaux ne s'arrêtent pas, ne doivent pas s'arrêter à cette seule prise en compte du carbone. Voilà les 5 axes qui figurent donc dans notre plateforme de proposition et sur lesquels je vais maintenant revenir un par un. Donc, comme je le disais, le premier, préserver la résilience du mix énergétique diversifié, soutenable économiquement et socialement. J'aurais tendance à dire, vous vous doutez bien, que dans la rédaction de nos propositions, chaque mot est important. Il y a résilience, mix énergétique diversifié, vous le savez, dès lors que Cohenov prend la parole, mais les termes de soutenable économiquement et socialement ont également toute leur importance. Si on va un petit peu plus loin, encore une fois, si on part du constat, par rapport aux incertitudes dont je parlais tout à l'heure, aux différents aléas, que ce soit les aléas climatiques, que ce soit les aléas de réalisation des différents énormes chantiers qui concernent la transition énergétique, on a effectivement, on le sait bien, 2 enjeux majeurs pour le mix énergétique français. À la fois, effectivement, la nécessaire sécurité d'approvisionnement qu'il doit fournir à tout moment pour le pays et la décarbonation de ce mix énergétique. Là, effectivement, tout le monde est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, la résilience du mix énergétique français, qui a quand même fait ses preuves depuis plusieurs années, repose effectivement sur la diversité des sources d'approvisionnement. C'est la diversité qui permet de faire appel à l'énergie qui convient au bon moment, même si d'autres, à un moment donné, peuvent avoir des problèmes de fourniture. Donc la diversité des sources, aussi des infrastructures robustes qui permettent effectivement qui permettent effectivement d'alimenter en permanence et qui constituent un atout indéniable qui doit être clairement renforcé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des atouts dans notre mix énergétique dont on ne voit pas l'intérêt de les remettre en cause comme cela peut se passer actuellement. L'électrification massive nécessite effectivement, je l'ai déjà dit, je le rappelle, des nouveaux moyens de production et d'une ampleur financière considérable d'ailleurs sur laquelle pour l'instant tout le monde est d'une redoutable discrétion et que donc en conclusion l'électricité ne peut à elle seule constituer une réponse satisfaisante pour réduire la vulnérabilité énergétique du pays face aux appels de puissance liés aux incertitudes du changement climatique alors que dans le même temps vous avez le gaz qui représente une part importante, on va y revenir,
du mix énergétique et qui s'appuie sur un réseau d'infrastructures de 230 000 km qui sillonne l'ensemble du pays, qui est propriété des collectivités territoriales, qui est amorti financièrement, qui est remarquablement entretenu, et on ne voit pas pourquoi n'utiliserait pas véritablement tel qu'il le mérite cet actif. Un petit rappel, parce que certes, ceux qui ne me connaissent connaissent déjà un peu cela, mais c'est quand même important. Aujourd'hui, quand on parle de diversité du mix énergétique, où en est-on aujourd'hui? Vous avez donc sous les yeux un graphe résultant d'une étude réalisée par Cohenov sur la période 31 mars 2017, enfin 1er avril 2017, 31 mars 2018, qui montre les appels de puissance, on raisonne bien en puissance, pas en consommation, les appels de puissance hebdomadaires sur cette période, toutes énergies, tous usages hors carburant. Qu'est-ce que l'on voit, sachant que les codes couleurs sont simples, on les a simplifiés par rapport à ceux qui connaîtraient la version complète. Le bleu, ce sont c'est l'électricité, donc c'est les différents modes de production de l'électricité qui sont regroupés là dans le bleu. Le vert, c'est le gaz naturel, et ce qui est ocre, marron clair, etc., peu importe la couleur, c'est l'ensemble des autres vecteurs énergétiques, qu'il s'agisse du réseau de chaleur, qu'il s'agisse du fuel, qu'il s'agisse du bois, qu'il s'agisse du propane, etc. Alors qu'est-ce que l'on voit effectivement sur ce graphe? On voit de manière objective ce que tout le monde appréhende naturellement, c'est-à-dire la différence des besoins de puissance entre l'été et l'hiver. Simplement, ça permet de mesurer l'amplitude qui est dans un facteur de 1 à 4 entre l'été et l'hiver, qu'au niveau de la pointe hivernale qui, à cette période de l'année, en 2018, s'était trouvée vers le mois de fin janvier, début février. Qu'est-ce que l'on constate effectivement? C'est que pour faire face à cette pointe, on a mobilisé l'ensemble des vecteurs énergétiques disponibles et que par rapport à l'ensemble de ces vecteurs, l'électricité finalement n'a représenté que 30%, 30-33% de la couverture de cette pointe, le gaz 37 à 40% et le sol étant encore une fois par les différentes autres énergies. Donc ce qui veut dire que même en période de pointe, alors même, et vous le savez bien que régulièrement nous avons des alertes de la part de RTE sur la vigilance à avoir pour passer la pointe, en fait, l'électricité ne contribue qu'à peine un tiers de la maîtrise de la pointe énergétique hivernale. Donc c'est un point important que l'on a tendance à sous-estimer. Donc les enseignements, quelques petits rappels, les chiffres clés. Donc 37%, c'est la part du gaz pour faire face à la puissance appelée en pointe. Quelque chose également à ne pas oublier, 130 TWh, c'est la capacité de stockage du gaz. Or, nous sommes persuadés, et nous ne sommes pas les seuls, qu'un des enjeux, on a parlé de flexibilité tout à l'heure, effectivement, un des enjeux des années qui viennent devrait être véritablement la capacité de stockabilité des différentes énergies pour faire face justement aux pics et à la variation des différents pics. 6, c'est le nombre de vecteurs énergétiques, je les ai cités, je les rappelle, électricité, gaz, fuel, réseau de chaleur, bois, propane, qui permettent de faire face, à la pointe. Je ne cite pas le charbon, puisqu'on va considérer qu'il est inclus dans la production d'électricité. Donc, réduire encore une fois la politique énergétique de la France au seul enjeu du mix électrique va nous conduire, tôt ou tard, inévitablement, dans une impasse. Alors par rapport à ça, effectivement, une fois qu'on a fait ce constat, quelles sont nos propositions? Je ne vais pas les lire mot à mot, encore une fois, elles seront dans la plaquette qui va vous être remise. Vous les avez sous les yeux et encore une fois, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de mon intervention. La première proposition, c'est tout simplement veiller à ce que l'ensemble des textes réglementaires continuent à favoriser la préservation de ce mix énergétique diversifié. Donc ça concerne effectivement tout l'aspect veille réglementaire parce que la situation de demain se décide aujourd'hui au travers des décisions réglementaires. Le deuxième point, je vais le détailler, je vais y revenir un petit peu plus parce qu'il est important, il s'agit là aussi de veiller à ce que les scénarios de mix énergétique qui sont envisagés soient véritablement mis sur la table et véritablement décrivent les conditions de faisabilité et les investissements nécessaires pour y arriver, que ce soit en termes de production, de transport, de stockage et de flexibilité, pour éclairer véritablement les décisions. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une vision complète et comparative des différents coûts complets qui sont représentés. Aujourd'hui, ça manque dramatiquement. Quel est finalement le prix de référence? Qu'est-ce que l'on met dans le prix quand on annonce la compétitivité, par exemple, la compétitivité du photovoltaïque? Est-ce que l'on inclut bien la production, le transport?
tout ce qu'il faut mettre en termes de stockage. Est-ce que l'on inclut bien, quand on parle par exemple des aspects électrification, est-ce que l'on inclut bien les investissements nécessaires pour les ménages? Parce que c'est pas la même chose de s'équiper d'une pompe à chaleur à 12 000 ou 14 000 euros que de remplacer sa chaudière THPE à environ 4 000 à 4 500 euros. Et même si effectivement aujourd'hui on a une stratégie de prime qui permet d'essayer de gommer ces surcoûts d'investissement, quelque chose qui est tout à fait compréhensible à l'heure du quoi qu'il en coûte, on peut se poser la question s'il est pertinent de maintenir ces choix dans la durée. Donc nous poussons et nous travaillons justement sur produire véritablement une étude permettant d'avoir une approche comparative des différents coûts avec des services rendus très clairement identifiés pour chacun des vecteurs énergétiques. Et le troisième point, naturellement, mais qui sera détaillé dans l'axe 2, c'est de favoriser le développement des gaz renouvelables qui permettent de créer de la valeur également dans les territoires et qui permettent là aussi de soulager le réseau électrique en période de pointe. Et le dernier point, à plus moyen terme, c'est de contribuer, on y revient, à la souveraineté énergétique du pays, c'est-à-dire de substituer totalement, puisque c'est l'ambition que nous avons pour 2050, substituer totalement à 100% le gaz renouvelable au gaz fossile et ainsi développer la souveraineté énergétique de la France dont on parle beaucoup actuellement et soulager la balance commerciale du pays. En ce qui concerne effectivement le deuxième axe, de manière tout à fait logique, vous vous en doutez, c'est décarboner le mix énergétique en dynamisant le développement des gaz renouvelables. Donc, en ce qui concerne effectivement les gaz renouvelables, on est bien d'accord que le gaz est en pleine mutation avec l'apparition des gaz renouvelables. Donc, j'insiste bien, des différents gaz renouvelables. Il y a de la méthanisation qui est issue du traitement des déchets agricoles et domestiques, mais il y a aussi la pyrogazéification qui va permettre de traiter les déchets plus solides, combustibles solides de récupération, le bois, la gazification hydrothermale où on est plutôt sur de la biomasse liquide, et puis il y a toutes les perspectives de l'hydrogène, que ce soit le power to méthane avec l'électrolyse et en permettant de récupérer les excédents des ENR électriques lorsqu'elles sont en période de production excédentaire, et d'une manière plus générale l'hydrogène. Donc là on a un panel important de différents gaz renouvelables qui sont extrêmement intéressants. Alors avec un focus plus particulier sur la méthanisation, qui est effectivement, vous la connaissez, qui est effectivement aujourd'hui la technologie la plus opérationnelle. Je rappelle quelques chiffres que vous avez certainement pu grappiller dans d'autres interventions. Aujourd'hui, étant au 31 décembre 2021, il y a 365 sites qui injectent dans le réseau. On parle bien d'injection dans le réseau au 31 décembre. Pour une capacité installée de 6 TWh, il y a plus de 1100 projets qui sont d'ores et déjà engagés pour une production potentielle de 25 TWh à l'horizon 2023. Donc on est bien sur une réalité de développement. Et France Gaz Renouvelable, donc, qui est une association qui est spécialisée avec la filière agricole dans le développement des gaz renouvelables, prévoit 52 TWh en 2028 et 70 TWh en 2030. Et à ces chiffres, à ces volumes importants, il faut rajouter qu'au-delà du bénéfice énergétique que représente la méthanisation, puisque nous n'oublions jamais que nous sommes là à ce moment-là en face d'une énergie renouvelable qui n'est pas variable ou intermittente comme les ENR électriques, et je trouve qu'on ne le met pas suffisamment en avant, mais au-delà de cet aspect purement énergétique, il y a des externalités positives extrêmement intéressantes et qui sont nettement insuffisamment reconnues, que ce soit la valorisation des déchets organiques, etc. Et à ce titre-là, je suis un peu surpris d'ailleurs on ne parle pas plus de la problématique des déchets. J'empiète un peu sur notre axe 5, mais c'est vrai qu'encore une fois, la partie émissions de gaz à effet de serre est importante, mais on sait bien que pour les sociétés, pour les années à venir, pour nos sociétés, la question du traitement des déchets va être également extrêmement importante. Je ne dis pas que la méthanisation ou la pyrogazéification permet de résoudre tout le problème. En tout cas, il s'agit d'une solution pour une bonne partie déjà du problème et je suis surpris et déçu qu'elle ne soit pas plus prise en compte. Deuxième externalité positive, vous le savez, c'est aussi en termes de pratiques agricoles, la production d'un digestat organique, etc., qui permet de se substituer aux engrais chimiques. Et le troisième point, naturellement, c'est le complément de revenus que cela va procurer pour la filière agricole qui en a bien besoin.
Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, quand nous tenons ce type de discours, nous avons régulièrement l'objection qui nous dit oui, mais il n'y a pas assez, la ressource est rare, il n'y en a pas assez. Donc ça, c'est quelque chose que nous rencontrons dans différentes sphères, aiguisé effectivement par nos concurrents, j'allais dire cette bonne guerre, mais malheureusement, si c'est de bonne guerre, ce n'est pas vrai, puisque donc du gaz renouvelable, il y en a, et que ce soit des différents opérateurs gaziers d'une part, mais que ce soit d'autres entités, que ce soit Négawatt par exemple, ou des gens de la filière agricole comme l'INRA se sont penchés dans des études sérieuses sur une vision des potentiels gaz renouvelables pour 2050. Et vous avez effectivement sous les yeux des choix de gisements avérés à l'horizon 2050 qui sont pour nous prudents, qui sont pas du tout euphoriques ou exagérément optimistes, et qui évaluent effectivement le potentiel de méthanisation à environ 135 TWh, 90 TWh pour la pyrogazéification, 45 TWh pour la gazéification hydrothermale, 50 pour le power to méthane et environ 100 TWh pour l'hydrogène, ce qui nous fait un total de 420 TWh, qui est donc le potentiel de gisement avéré pour 2050. Retenez bien ce chiffre parce qu'on va forcément y revenir plusieurs fois derrière quand on va parler de l'allocation. Parce que avoir un potentiel important, c'est bien. Maintenant, savoir ce que l'on en fait et où on le met, où est-ce qu'il est pertinent de le mettre pour décarboner l'économie française, c'est également une autre question sur laquelle on va revenir. Donc ça, c'est une réponse à la question très importante aujourd'hui du gaz renouvelable. Il y en a, donc il faut arrêter de nous mener en bateau sur le fait de dire la ressource est rare, il n'y en aura pas assez, donc il faut absolument sortir le gaz, par exemple au hasard, sortir le gaz du bâtiment. Quelques chiffres clés, effectivement, donc ce fameux 420 TWh qui figurait dans le slide précédent. Un autre chiffre clé important, c'est 23,4 grammes par kilowattheure. C'est le contenu carbone méthode ACV du biométhane qui a été validé là aussi par différents organismes. Alors c'est important parce que, sans rentrer plus dans le détail, en termes de chiffres repères, c'est 10 fois moins que le contenu carbone du gaz naturel, et c'est même inférieur au contenu carbone de l'électricité de 79 grammes tel qu'il figure, par exemple, tel qu'il a été retenu dans la RE 2020. C'est-à-dire que là, en termes de contribution à l'émission des émissions de gaz à effet de serre, on a véritablement, avec le biométhane, un outil extrêmement important, et c'est pour ça qu'il serait extrêmement incompréhensible et dommageable de s'en passer. Et puis 100%, ça reste effectivement l'objectif de gaz renouvelable en 2050, déduction faite, on y reviendra, de la consommation actuelle en matière du fait de l'efficacité énergétique, et donc très clairement, décarboner le mix énergétique, c'est décarboner le gaz. Alors par rapport à ça, quelles sont effectivement nos différentes propositions? Donc tout à fait naturellement, vous allez retrouver la première proposition qui vise, compte tenu effectivement du contexte de mise en doute permanente sur ce potentiel, confirmer la réalité, les potentiels des différentes technologies de gaz renouvelable, les 420 TWh dont je parlais tout à l'heure. Allouer, effectivement, viser à l'affectation de 100 TWh pour la décarbonation du bâtiment, donc automatiquement avec donc les avantages, les bénéfices qui sont induits en matière d'alimentation dans le bâtiment et en matière également de soulagement de la pointe électrique. On y reviendra dans l'axe 3. Mais vous voyez tout de suite en termes de chiffres, 420 TWh en potentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble des réflexions, des scénarios menés par les opérateurs gaziers, nous visons 320 TWh pour toutes les consommations de gaz, c'est-à-dire tout secteur, bâtiment, mobilité, industrie, donc il y en a bien pour l'ensemble. Donc une consommation totale de 320 TWh à comparer aux 420. Et à l'intérieur de cela, donc 100 TWh sur le bâtiment, ça nous paraît tout à fait pertinent. Donc ça c'est un point. Le troisième point, naturellement, troisième proposition, c'est naturellement la reconnaissance du biométhane et des gaz renouvelables dans les différentes réglementations. On y reviendra dans le bâtiment, puisque pour l'instant, on a eu quelques petits soucis, on va dire, sur la RE 2020. Donc, on a véritablement là un enjeu fort de reconnaissance dans les réglementations de la présence, de l'existence et de l'intérêt des gaz renouvelables.
Et puis, la quatrième point, concernant la méthanisation, eh bien, vous savez que dans la loi climat-résilience, il y a eu la mise en place d'un nouveau, l'inscription dans la loi d'un dispositif, euh, d'un dispositif extra-budgétaire, c'est-à-dire les certificats de production biométhane. Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, ce qui est écrit dans la loi se transforme très rapidement dans les actes avec la sortie des décrets. Il y a un certain nombre de réunions qui se tiennent actuellement pour aller vite, parce que là, effectivement, le développement des gaz renouvelables, le développement du biométhane a besoin d'un cadre réglementaire suffisamment précis, permettant à l'ensemble de la filière de continuer à s'investir là-dedans. Et plus à moyen terme, effectivement, donner les moyens au territoire de continuer à développer les solutions avec des gaz renouvelables et du biométhane, d'expérimenter un certain nombre de solutions, euh, intégrant par exemple les certificats de production de biométhane, et c'est toutes les réflexions que nous avons engagées depuis sur ce que nous appelions, et avec certains d'entre vous qui le savaient, méthaneuf, qu'on est en train de redéfinir à l'aune notamment de cette sortie des certificats pardon, de production biométhane. Donc voilà pour l'axe 2, les gaz renouvelables. Si on passe sur l'axe 3, naturellement, donc on vient sur notre cœur de métier, le bâtiment. Donc naturellement, il s'agit là aussi d'accélérer la décarbonation des bâtiments et de viser la neutralité carbone en 2050, avec deux sous-objectifs: préserver le pouvoir d'achat des occupants. Je crois que c'est pas neutre, naturellement, dans la période actuelle, au niveau de l'augmentation du prix des énergies, de se préoccuper des meilleurs moyens de maîtriser, de garantir le pouvoir d'achat pour les occupants, et naturellement en limitant la pointe électrique hivernale. Rappel du constat, le premier, tout le monde le connaît, c'est le second secteur consommateur d'énergie après les transports. Donc le bâtiment a forcément un rôle important à jouer dans l'atteinte de la neutralité carbone, mais il n'est pas le seul, hein. Encore une fois, les transports, l'industrie sont également concernés. Et puis, n'oublions jamais que du fait notamment de la place des usages thermiques, et notamment du développement du chauffage électrique depuis de nombreuses années, le bâtiment est l'un des premiers responsables de la pointe électrique hivernale. Il y a des études en cours pour essayer de quantifier cette responsabilité, je dirais, dans la pointe électrique hivernale, qui est régulièrement minorée par RTE ou par la filière électrique. Et on est plutôt dans des chiffres, mais tout ceci sera avéré dans les semaines et dans les mois qui viennent, autour de 60 à 70% de la pointe électrique qui est liée au bâtiment. Autre constat, naturellement, que vous connaissez déjà, une RE 2020 2020 que je qualifie, c'est un euphémisme, d'incompréhensible dans sa non-reconnaissance justement du biométhane, et ce qui explique effectivement le recours qui a été, ce qui est légitime, je le rappelle, le recours qui a été déposé par Coenav auprès du Conseil d'État en septembre-octobre dernier, et sur lequel nous continuons à travailler. Mais cette question sur la RE 2020 et sur le label qui devrait suivre derrière concerne la construction neuve, c'est important, mais tout le monde est bien d'accord, naturellement, que le principal enjeu de décarbonation du bâtiment, c'est la rénovation. C'est la rénovation. Alors c'est vrai que là aussi, il s'est fait beaucoup de choses sur le quinquennat. C'est le premier quinquennat qui avait produit en début de son fonctionnement un plan ambitieux concernant la rénovation, qui a ensuite été développé. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont faites. Pour autant, à date, on est sur des rythmes de rénovation inscrits dans les scénarios dont je parlais tout à l'heure, que ce soit RTE, que ce soit le Shift Project, etc., extrêmement ambitieux, puisqu'on est plutôt dans des rythmes de rénovation autour de 800 000, voire même 1 million de logements par an. Et force est de reconnaître, quelle que soit la manière dont on manie les chiffres, que pour l'instant on est loin du compte. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur savoir si on est à 200 000, 150 000, 120 000 de rénovation niveau BBC, mais en tout cas on est loin du compte. Donc là encore une fois, il faut véritablement faire feu de tout bois et mobiliser toutes les filières pour y arriver, et non pas se contenter de se concentrer sur une seule technologie ou sur une seule filière.
Concernant MaPrimeRénov', donc là aussi je parlais des avancées importantes qui avaient été réalisées dans ce quinquennat. C'est vrai que c'est quand même dans ce quinquennat qu'a été résolu l'espèce d'arlésienne qui traînait depuis pas mal d'années, la transformation du CITE en prime. Donc ça a été fait et c'est important. Par contre, il ne faut pas non plus crier trop vite victoire sur MaPrimeRénov', parce que certes, il y a un succès apparent en ce qui concerne par exemple le nombre de dossiers déposés, mais tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, la priorité affichée par les pouvoirs publics de développer les rénovations performantes et globales ne se retrouve pas dans MaPrimeRénov', où on a royalement moins de 1% des dossiers financés, acceptés, qui concernent justement la rénovation globale. Donc là, on est véritablement dans une logique extrêmement inquiétante, et sur laquelle il faut véritablement, là aussi, changer de braquet et ne pas se tromper dans les signes que l'on donne, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir des effets pervers, avoir un soutien important via MaPrimeRénov', par exemple, du développement de la pompe à chaleur, c'est important, mais soutenir uniquement la pompe à chaleur sans avoir une vision plus globale de la réduction des besoins au travers du bâti, ça pose le problème d'installer trop rapidement une pompe à chaleur qui ensuite, lorsqu'il y aura des travaux de réduction des besoins qui seront faits, se trouvera surpuissante et donc, dans le meilleur des cas, fonctionnera en mode dégradé, voire même sera à remplacer avec un coût d'investissement dont je rappelais tout à l'heure qu'il était extrêmement important. Troisième point que nous soulignons également par rapport à nos propositions, nous calons par rapport au principe Energy Efficiency First, proposé par la Commission européenne dans sa directive énergie renouvelable, c'est-à-dire que avant de travailler sur le verdissement, il faut avant tout chercher l'efficacité énergétique. C'est valable pour toutes les énergies et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on on utilise une énergie décarbonée qu'il faut faire n'importe quoi en matière de consommation. Et à ce titre-là, je trouve qu'il y a un certain nombre de postures un peu irresponsables visant à dire, dès lors qu'on est avec une énergie décarbonée, pourquoi être aussi exigeant sur les économies d'énergie? Pourquoi? La réponse, elle est dans la ligne suivante, c'est-à-dire qu'il y a une véritable urgence pour limiter les consommations, baisser les consommations et donc baisser les factures de nos concitoyens et des différents ménages. Et là, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant et mobilisé sur l'importante, l'impérieuse nécessité de faire des économies d'énergie pour baisser les consommations de tous les vecteurs énergétiques. Notre scénario, il figurait effectivement dans un des premiers slides au début. Je pense que j'étais peut-être passé d'ailleurs un petit peu vite. En fait, c'est le cœur de notre proposition dans le bâtiment. C'est-à-dire que, compte tenu des 420 TWh de gisements de gaz renouvelable qui ont avéré, que ce soit notamment du biométhane dans un premier temps, mais aussi de l'hydrogène et du méthane de synthèse, je le répète, donc l'allocation de 100 TWh dans le bâtiment, dont 85 TWh pour le secteur du résidentiel. Ce qui est important, ça figurait, je crois, dans les premiers slides sur lesquels j'étais passé peut-être un peu vite, c'est pour Coenneuve, l'atteinte de la neutralité carbone dans le bâtiment en 2050 est tout à fait accessible, tout à fait à portée de main, à partir du moment où on conduit en parallèle, en complémentarité, en simultané, trois chantiers qui sont d'une part la réduction drastique des consommations de gaz. J'ai parlé précédemment de la réduction drastique de toutes les énergies. Pour le gaz, très clairement, nous, on est les 100 TWh affectés au bâtiment, ça veut dire moins 60% par rapport à la consommation actuelle qui s'élève, je le rappelle, à environ 243 TWh. Donc on va au-delà des 50% qui étaient dits de ci, de là. Donc 60%, ça c'est l'efficacité énergétique autour du gaz. C'est aussi naturellement s'appuyer donc sur un gaz 100% renouvelable. Les 100 TWh dont je parle, ils sont 100% renouvelables. Et le troisième point, c'est le développement en termes de produits, de technologies, le développement de la PAC hybride, que vous connaissez tous, je pense, maintenant dans son concept, qui permet, en associant et en tirant le meilleur parti de chacune des technologies, en associant une petite pompe à chaleur et une chaudière THPE qui va se mettre à fonctionner lorsque les températures baissent, c'est-à-dire lorsque le réseau électrique va être particulièrement sollicité, et bien de soulager véritablement ce réseau électrique. Et donc c'est un instrument de flexibilité extrêmement intéressant et d'ailleurs que l'on retrouve enfin, je dirais que l'on retrouve enfin pris en compte dans le scénario de RTE, dans les scénarios de l'ADEME comme étant des facteurs de gestion de maîtrise de la pointe électrique.
Pour être un peu plus précis, nous avons développé effectivement un scénario sur le bâtiment par rapport à l'affectation, enfin, à quoi correspondaient ces 85 TWh que nous visions. Et par rapport à ça, cela tient en 4 chiffres. euh, un nombre total de clients chauffage, comment dire, équivalent au même niveau que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire 11,7 millions. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que vu l'augmentation du parc d'ici à 2050, cela veut dire que la part de marché gaz dans le stock va passer de 33% à 28%. Donc on accepte effectivement tout à fait, on reconnaît tout à fait dans notre scénario ce que je parlais tout à l'heure d'un développement plutôt majeur de l'électricité, mais avec une part non négligeable du gaz renouvelable et avec une répartition par technologie que vous voyez sur le slide. 6,5 millions de chaudières THPE, 4 millions de packs hybrides et 1,2 million de packs gaz à titre indicatif. Et RTE se cale sur 2,5 millions de packs hybrides et l'ADEME a fait différents scénarios, mais dans un de ces scénarios va même jusqu'à 5 millions. Donc on voit bien aujourd'hui en ce qui nous concerne cette trilogie nécessaire et qui rend la décarbonation du bâtiment accessible avec le gaz renouvelable, du gaz renouvelable, de l'efficacité énergétique et de la PAC hybride. Quelques chiffres clés, 42% c'est aujourd'hui la part du gaz dans la consommation finale d'énergie dans le chauffage résidentiel et tertiaire. Je reviens sur les 23,4 grammes par kilowattheure qui est la valeur de référence au contenu carbone du biométhane et 17% c'est la part du bâtiment résidentiel et tertiaire dans les émissions de gaz à effet de serre. On pourra dans quelques temps y rajouter carrément le pourcentage du bâtiment dans l'atteinte de la pointe électrique et donc, comme je le rappelais, neutralité carbone égale efficacité énergétique et gaz renouvelable. Par rapport à ça, effectivement, nos propositions, il y avait un point, effectivement, tout à l'heure, je parlais de limiter les consommations, qui est en plus dans le contexte actuel d'augmentation des prix de l'énergie, le seul moyen au-delà de tout ce que peuvent faire les pouvoirs publics sur le bouclier tarifaire, c'est de limiter les consommations, et donc notamment à court terme, et notamment à l'intérieur, dans la période du quinquennat qui va s'ouvrir, eh bien, c'est de poursuivre. La première proposition, c'est de poursuivre le remplacement du parc fuel, mais aussi le remplacement du parc gaz, parce que je rappelle que dans le parc gaz, il y a encore aujourd'hui 60% de parc de chaudières individuelles gaz, il y a encore 60% qui sont des chaudières, on va dire, classiques, standards, etc. Et seulement 40% de condensation en THPE. Donc là, il y a un véritable enjeu extrêmement important et extrêmement à portée de main qui consiste à installer des chaudières THPE, que ce soit en remplacement du parc fuel, il y a environ 1 million de chaudières fuel qui sont à proximité des réseaux de gaz, ou que ce soit en remplacement des chaudières gaz existantes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Sachant que naturellement, une fois qu'on a installé une nouvelle chaudière THPE, dans les années qui viennent, le fait que le biométhane se développe rapidement et dans les différents réseaux permet de basculer directement en biométhane, puisque le remplacement du méthane, je dirais, du gaz naturel par du biométhane ne pose aucun problème d'adaptation pour les chaudières installées. Donc ça, c'est le premier point. Donc, deuxième point, vous l'avez vu dans les chiffres précédents, c'est accélérer le développement des packs hybrides, puisque peut-être qu'il y aurait des questions qui me seraient posées, donc je devance un petit peu. Uniclimat a sorti récemment ses chiffres de l'année 2021. Aujourd'hui, nous sommes encore à 4300 pièces chaudières hybrides, donc par rapport à l'ambition telle qu'elle nous paraît nécessaire et tout à fait légitime pour l'ensemble du système énergétique français, c'était un euphémisme là aussi, accélérer le développement des solutions hybrides. Alors prioritairement la PAC hybride, mais pourquoi pas naturellement les solutions de type solaire-gaz, etc. Et puis là aussi, préserver le pouvoir d'achat des propriétaires, ça rejoint un peu le premier point, c'est-à-dire que continuer à reconnaître dans les montages, effectivement, pour soutenir notamment les ménages les plus précaires, la pertinence de solutions s'appuyant sur des solutions économiques intéressantes, comme la chaudière THPE, techniquement robuste, avérée, et assortie d'un dispositif de maintenance qui permet de garantir la performance dans la durée. Donc, nous appelons de nos voeux, effectivement, le soutien à la chaudière THPE, notamment pour les ménages les plus précaires.
À moyen terme, c'est maintenant, mais on peut considérer que ça va plutôt faire ses effets à moyen terme. C'est naturellement, en matière de rénovation, continuer à travailler sur le rythme des rénovations globales et performantes. Je ne vais pas rentrer de nouveau dans le débat dans le débat rénovation par étape, rénovation en one shot, effectivement. Nous appelons ça des rénovations globales et performantes réalistes, c'est-à-dire reconnaître la possibilité d'avoir une rénovation globale en 3 étapes, c'est-à-dire suffisamment bouclée, suffisamment carrée dans le temps, mais en one shot, hormis à l'occasion des mutations, des acquisitions immobilières. Ça paraît quand même assez compliqué, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de faisabilité. Donc se mettre sur une rénovation globale en trois étapes, ça nous paraît tout à fait pertinent et aller dans le bon sens, et également intégrer dans la définition de la rénovation performante l'atteinte de la classe C, qui est déjà tout à fait ambitieuse et qui est d'ailleurs reconnue dans la loi Climat Résilience pour le traitement des passoires thermiques. Et naturellement également continuer à mettre en place, ça rejoint un peu la question que j'ai abordée tout à l'heure, continuer à mettre en place des dispositifs facilitant l'utilisation du biométhane, notamment dans les projets expérimentés dans les régions type Métaneuf que je citais tout à l'heure. Donc voilà l'essentiel de nos propositions pour le bâtiment. Le quatrième point, c'est stimuler l'innovation industrielle française, gage de souveraineté énergétique et d'emplois locaux. Là, on est effectivement au cœur je dirais, de l'association Coenov, compte tenu du profil de la majorité de ses membres, de ses adhérents, qui sont des industriels reconnus, leaders en matière de chaudières, aussi de pompes à chaleur, mais aussi de chaudières gaz notamment. Et donc, on est en face d'une filière qui a déjà beaucoup innové par le passé, qui compte 165 000 emplois locaux et non exportable, comme on dit. Donc c'est extrêmement non délocalisable, c'est extrêmement intéressant. Et le risque qu'il y a actuellement dans les mesures qui sont prises ou annoncées vis-à-vis du gaz, notamment dans le bâtiment, bah, c'est que cela pousse tous ces grands groupes à aller investir ailleurs, à aller faire basculer leur recherche et développement, alors que la France est aujourd'hui au top en matière de recherche et développement dans la chaudière murale gaz, bah, que tous ces investissements, toute cette R&D aillent finalement dans d'autres pays, ce qui serait malheureusement un contre-signe par rapport à la volonté de renforcer la souveraineté et de développer les emplois locaux en matière donc d'innovation. Au-delà de ce que l'on fait traditionnellement, de ce que fait cette filière depuis plusieurs années en matière d'amélioration de la performance, c'est naturellement dans 3 autres directions qu'il faut faire porter l'innovation. Il y a encore des champs d'innovation importants. Je l'ai On l'a beaucoup évoqué, je le redis, tout ce qui concerne l'hybridation des solutions est encore un champ d'innovation important. Le deuxième point, c'est aussi la poursuite du renforcement de la connectivité des appareils de manière véritablement à rendre le consommateur acteur de sa contribution à la transition écologique. Et puis le troisième point, on l'a déjà abordé, c'est la compatibilité, le travail sur la compatibilité de ces chaudières avec les nouveaux gaz renouvelables. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème pour ce qui concerne le biométhane. C'est un petit peu plus complexe en ce qui concerne l'hydrogène. C'est pour ça que dans tous nos scénarios, d'ailleurs, dans la trajectoire d'ici à 2050, on est plutôt dans un premier temps calé sur la contribution du biométhane et l'hydrogène qui intervient progressivement, sachant qu'au niveau européen, il y a déjà des textes, des réflexions qui sont en cours pour que soient mis sur le marché en 2030 des chaudières 100% H2 ready, hydrogène ready, comme on dit. Donc des enjeux importants, parce qu'aujourd'hui, ne pas reconnaître les gaz renouvelables, il y a un risque de stopper la R&D de la filière, notamment industrielle gaz. Donc, en termes de propositions, très, très rapidement, le premier point naturellement, parce que les industriels ont besoin de visibilité, ont besoin de sécurisation, c'est là aussi de reconnaître dans les différentes réglementations, que ce soit des réglementations thermiques, environnementales, ou que ce soit tout ce qui est lié au niveau chauffage, tel que l'éco-design ou des choses comme ça, effectivement, la place des différents gaz renouvelables, biométhane, hydrogène. Le deuxième point, c'est aussi d'inciter donc justement à la mise sur le marché de solutions innovantes et apportant une forte valeur ajoutée en matière
et de performance et de flexibilité, que ce soit la PAC gaz, que ce soit la PAC hybride, etc. Et à plus moyen terme, c'est là aussi, on revient sur les territoires, puisque ce qui est important avec ces gaz renouvelables, c'est toute cette création de valeur dans les territoires. Et il s'agit là véritablement de donner aux territoires les moyens de continuer à investir et d'expérimenter de nouveaux modes d'utilisation s'appuyant sur des produits donc conçus et fabriqués en France. Le cinquième axe, effectivement, c'est un axe un peu nouveau, peut-être même un peu iconoclaste par rapport là aussi, par rapport au discours actuel. Donc il faut que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas pour nous de minimiser l'importance, l'urgence par rapport à la maîtrise, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit simplement de considérer que la réduction du gaz à effet de serre, la maîtrise du carbone, fait partie d'un tout, qu'on ne peut pas l'isoler, d'où l'expression de penser la transition écologique dans toutes ses dimensions, et notamment l'idée étant de passer d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre à une véritable empreinte environnementale, en réalisant effectivement une analyse en cycle de vie de l'ensemble des technologies, matériaux qui interviennent dans le bâtiment, de manière ensuite à proposer de nouveaux indicateurs qui vont aller au-delà de la simple maîtrise du carbone et des émissions de GES. Donc, l'objectif étant de dire, effectivement, on ne réduit pas la transition énergétique au traitement du seul carbone. Donc on a, vous le voyez ici, comme ambition dans nos propositions, de passer encore une fois de cette simple maîtrise des émissions de gaz à effet de serre à une véritable empreinte environnementale. Et pour cela, nous avons déjà, d'ores et déjà, engagé une étude sur cette recherche d'empreinte environnementale, d'aller s'intéresser à d'autres choses que le carbone, sans minimiser le carbone, mais qu'il s'agisse des déchets, qu'il s'agisse de la biodiversité, qu'il s'agisse des ressources, qu'il s'agisse de parler économie circulaire. Nous sommes persuadés qu'il y a là un champ extrêmement important à creuser, et de manière à ce que les futures réglementations, le futur label, par exemple, post-RE 2020, commence à préparer à aller dans cette voie pour justement ensuite trouver des indicateurs pertinents qui pourraient être intégrés dans ces textes et dans ces futurs labels. Il ne s'agit pas pour moi bêtement de polémiquer, il s'agit simplement de relever, dans tout le débat qui se passe au niveau européen sur la taxonomie, le débat, le nucléaire, il est dedans, il n'est pas dedans, même question sur le gaz, mais je reste sur le nucléaire. Autant je n'ai pas trop de questions à me poser sur le nucléaire est-il une énergie verte, autant je suis beaucoup plus sceptique sur la notion d'énergie propre à partir du moment où on voit la quantité de déchets qui existent déjà, que nous n'avons pas à traiter, que nous allons léguer aux générations futures. Donc j'ai beaucoup de mal à assimiler le nucléaire à une énergie propre. Donc c'est tout ce type d'ouverture sur d'autres indicateurs tout aussi importants pour la planète et pour nos sociétés qui nous paraissent importants. Mais ça, effectivement, je suis conscient que nous sommes là dans quelque chose d'un peu plus prospectif, et nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de l'année 2022, puisque, encore une fois, nous avons une étude qui est en cours, qui vient de débuter par contre, et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout au long de l'année. Donc voilà la cinquième proposition. En conclusion, encore une fois, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que Coennov, effectivement, s'appuie sur un mix énergétique pluriel et équilibré, qui donne toute sa place au gaz renouvelable, en s'appuyant notamment d'une manière le plus réaliste possible sur une faisabilité technologique. C'est important, il n'y a pas de pari sur l'avenir, pas d'incertitude, c'est-à-dire qu'on est sur des infrastructures existantes, on est sur un potentiel de gaz vert avéré, et on est sur des technologies en développement, certes qui sont aujourd'hui largement minoritaires, je reviens sur la PAC hybride ou sur la PAC gaz d'ailleurs, mais qui sont d'ores et déjà existantes et qu'il s'agit, entre guillemets, simplement d'améliorer et de peaufiner et d'intensifier la mise sur le marché. Des coûts maîtrisés, ça c'est un point important, j'y reviens, dans la mesure où aujourd'hui il y a quand même un grand flou sur les coûts auxquels nous amène l'électrification massive qui est poussée par certains, donc avec un moindre développement des infrastructures en s'appuyant
plus sur les infrastructures existantes, notamment gazières, une maîtrise de la pointe électrique qui permet de limiter les investissements pour faire face à quelques heures dans lesquelles on a besoin, une optimisation des solutions de flexibilité en s'appuyant notamment sur une flexibilité au niveau de la demande avec une moindre sollicitation de l'électricité avec le développement du gaz en s'appuyant sur la PAC hybride et les possibilités de stockage de l'énergie gaz. Et une résilience renforcée, puisque donc l'objectif étant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir ainsi répondre à tout aléa qui pourrait survenir par rapport à l'élaboration de ces beaux scénarios et tous ces risques entravant la transition énergétique, qu'il s'agisse des investissements sur le nouveau nucléaire, en termes de coûts, mais aussi de délai de mise sur les réseaux, ou tout simplement, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'ambition forte en matière de rénovation, de non-atteinte des objectifs de rénovation. C'est quoi le plan B si on se rend compte qu'on est dans une logique un petit peu décalée par rapport au rythme de rénovation? Nous estimons que le scénario que nous proposons avec ce mix énergétique diversifié, ce recours plus important au gaz renouvelable et aux infrastructures gaz, a une résilience plus importante qu'un scénario d'électrification massive. Voilà ce que je voulais vous présenter. J'ai conscience d'avoir été assez long. J'espère ne pas vous avoir assommé avec toutes ces propositions. Mais encore une fois, d'abord, vous avez tout à fait la possibilité de poser un certain nombre de questions dès maintenant. Vous allez avoir donc la version numérique de notre plateforme et naturellement, comme toujours, nous sommes à votre disposition, je suis à votre disposition pour les semaines, les mois qui viennent, pour approfondir tel ou tel point par rapport à nos propositions. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous en avez encore un peu, si vous avez encore un peu de temps. Donc comment procède-t-on concrètement? Oui. Alors, oui, effectivement, une question. Je n'ai pas parlé sur l'évolution des prix du gaz naturel. Alors, bon, par rapport à ça, j'aurais tendance à dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a, à court terme en tout cas, il y a assez peu d'experts qui peuvent prendre position sur le prix du gaz naturel. Donc ça c'est un premier point. Donc je vais plutôt me concentrer sur le prix du gaz renouvelable. Aujourd'hui, effectivement, je rappelle, alors c'est un point sur lequel on continue à travailler, notamment la France Gaz Renouvelable. Mais aujourd'hui, je rappelle deux, trois chiffres qui sont les chiffres aujourd'hui, par exemple concernant le biométhane. Aujourd'hui, grosso modo, dans les projets de méthanisation. Les 500, les 360 projets de méthanisation dont j'ai parlé tout à l'heure, on est grosso modo en moyenne sur un prix du biométhane de 95 euros, 95 euros du mégawattheure. Je rappelle que, et ça il faut le souligner, c'est je crois une des seules filières qui s'est engagée là-dessus, que dans le cadre de la PPE en cours, c'est-à-dire que d'ici à 2028, la filière biométhane s'est engagée à faire l'économie, à baisser de 30%, notamment au travers de ses coûts, du fait du développement des sites, du fait de plus d'économies d'échelle au niveau des méthaniseurs, etc. Une baisse de 30% de ces coûts de production permettant de passer, donc, si vous faites le calcul, d'environ de 95-90 à 60-65 euros du mégawattheure à l'horizon 2028. Donc ça, c'est un premier point. Je rappelle d'ailleurs également par rapport au gaz naturel que il y a quelques années, on va dire 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, par rapport aux gilets jaunes, il y avait pas mal de calculs qui étaient faits sur l'évolution des prix du gaz naturel, par exemple, tenant compte de la taxe carbone. Donc ça, c'est une approche qui a été mise sur le côté pour les raisons que vous connaissez bien. Mais tout ceci, effectivement, concourait on voyait qu'il y avait une espèce de croisement autour de 60 euros, 60-65 euros du mégawattheure, en incluant des projets de taxe carbone existants. Et donc, pour moi, ça continue à rester un prix cible tout à fait pertinent. Parce que ce qui est important, effectivement, quand on parle des prix, c'est vrai que c'est important
de situer le prix du biométhane dont je viens de parler au prix du gaz naturel qui aujourd'hui était plutôt, j'ai pas les tout derniers chiffres, était plutôt autour de 20, 25 euros, 30 euros maximum, on va dire, du mégawattheure. Mais par, enfin, il y a quelque chose qui me gêne un peu dans cette démonstration, dans la mesure où, en même temps, tout le monde souhaite effectivement se passer du gaz naturel parce que c'est une énergie fossile. Donc, ce qui me paraît plus important, c'est de comparer le biométhane aux autres sources d'énergie renouvelable. Et par rapport à ça, quand on intègre effectivement tous les coûts dont je parlais tout à l'heure de production, de transport, de distribution et surtout de stockage, à quel niveau se situe-t-on par rapport à ces 60 euros du mégawattheure? Je pense que tout le monde doit converger à peu près là-dessus. Et je rajouterai naturellement là-dedans l'évolution du prix de l'électricité, que ce soit lié à l'amélioration du nucléaire existant, ou que ce soit naturellement à la construction des nouveaux EPR et à leurs répercussions sur les prix. Mais comme pour l'instant, il y a un vaste flou qui règne sur le financement, on ne peut pas aller plus loin. Mais en tout cas, en ce qui concerne le biométhane, pour l'instant, nous travaillons sur des scénarios de 60 euros du mégawattheure à l'horizon 2028. Autre question? Laurent Oui, allez-y. Ah oui, allez-y, je vous entends. je voudrais vous poser une question sur l'hydrogène. Dans les prospectives dont vous avez parlé au tout début, vous n'avez pas parlé des travaux de l'IDRI, qui cantonne, si j'ai bien retenu, l'hydrogène à l'industrie lourde et exclut pour 2050 qu'elle vienne alimenter les canalisations résidentielles. Oui. Que vous êtes sur une autre longueur d'onde que l'hybride. Alors, effectivement, si vous voulez, c'est comme je l'ai dit rapidement, toutes les réflexions sur l'hydrogène, j'aurais tendance à dire quasiment, elles en sont au début. Elles en sont au début, donc les choses peuvent encore bouger. Et nous, dans notre réflexion, par rapport notamment aux 100 TWh que nous souhaitons pour le bâtiment, nous n'avons pas, je dirais, décortiqué en disant, voilà, là-dedans, sur ces 100 TWh, il y en a 100, il y en a tant qui sont pris par la méthanisation, tant qui sont pris par la gasification, pyrogasification, pardon, et tant par l'hydrogène. On ne l'a pas encore fait. Ce que je peux dire simplement, c'est que ça restera minoritaire. Aujourd'hui, les réflexions sur lesquelles nous sommes, et on n'est pas les seuls, avec d'autres opérateurs gaziers, oui, on est tout à fait d'accord sur le fait que l'hydrogène va être prioritairement affecté au traitement de l'industrie, à la décarbonation de l'industrie et de la mobilité. Et c'est d'ailleurs là-dessus que travaillent des associations comme France Hydrogène, qui est membre de Coenov, et réciproquement, donc on échange régulièrement avec eux. Simplement, ce que nous disons, c'est que la réflexion menée actuellement sur l'hydrogène par rapport à ce que je disais se traduit par ce qui est appelé dans le jargon, je pense que l'IDRI reprend ces termes-là, des écosystèmes identifiés géographiquement, essentiellement les ports, etc., que ce soit le côté du Havre, que ce soit du côté de Fos, effectivement. Donc on est effectivement sur des macro-zones de développement et sur lesquelles nous disons, à partir du moment où il y a des zones de développement et d'utilisation forte de l'hydrogène, pourquoi ne pas développer des boucles locales dédiées à l'hydrogène, ce qui permet d'apporter une réponse à une des questions qui se posent et que vous soulevez tout à fait justement, qui est entre guillemets le blend, le mélange méthane-hydrogène dans les mêmes canalisations avec le dosage, etc. Et c'est une voie sur laquelle travaillent actuellement les Pays-Bas, sur laquelle travaille la Grande-Bretagne. Je pense aussi l'Allemagne réfléchit à ça, donc plutôt d'aller chercher une utilisation dans les bâtiments en complémentarité de ce qui se passe côté industrie lourde et mobilité. Tout ça pour dire que à la sortie, on aura une utilisation de l'hydrogène réelle dans le bâtiment, mais qui restera quand même minoritaire, notamment par rapport au biométhane, qui présente quand même, et je l'ai dit et je le répète, le double avantage en matière de conversion d'être compatible avec les réseaux existants et compatible avec les appareils domestiques existants, domestiques et industriels, et de plus que ce soit de la petite puissance ou de la moyenne puissance. À quel horizon?
Exactement. Je me disais, qu'est-ce qu'il faut... 2000 combien? Alors, ce que j'ai dit, l'engagement qu'a pris la filière au gaz renouvelable, c'est dans le cadre de la PPE actuelle, c'est-à-dire c'est 2028, baisse de 30% de ses coûts d'ici 2028. Et encore une fois, je fais simplement la... et sachant que vu le rythme de développement que vous avez vu sur la méthanisation, on peut considérer que tout ce qui est économie d'échelle, notamment sur le coût des méthaniseurs, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Oui, c'est un peu ce qu'on peut entendre lorsqu'on suit les expos biogaz comme les dernières avant le Covid et pendant. Tout à fait. Tout à fait. Mais effectivement, ce qui bouleverse un peu la réflexion sur les prix, alors naturellement, c'est l'envolée des prix du gaz naturel qui n'avait pas été vu. Et puis, vous le savez bien aussi, le fait que plus personne aujourd'hui n'ose parler, n'ose évoquer le terme taxe carbone. Et pourtant, la problématique en termes de financement de la transition écologique n'a pas changé par rapport à il y a 3 ans. Je vous trouve un petit peu sévère quand même notamment par rapport à la question des déchets nucléaires. Enfin, moi, je suis d'assez près de toutes ces questions, quel que soit le type d'énergie. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que, par exemple, le numéro 2 de l'IF, tout ça, est visiblement peu capable de s'informer correctement sur les travaux récents de ses meilleurs ingénieurs qui sont en train de s'intéresser à la transmutation, au traitement par surrégénération avancée des déchets de tricastin et d'algues. Et effectivement, moi, ce qui m'étonne, c'est que personne n'a véritablement jusqu'ici osé, y compris dans les milieux gaziers, de voir comment un usage absolument innovant de l'hydrogène, des renouvelables, pourrait permettre effectivement de trouver une nouvelle place à l'énergie nucléaire de 4e génération, c'est-à-dire celle qui se prépare actuellement et que nos petits-enfants connaîtront quand ils seront adultes, je pense. Je pense que vous, chez Cohenov, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette vision pluri-énergie posée de fait. Et c'est peut-être ça qui manque, non, du côté des électriciens, en tout cas pour ceux du nucléaire. Alors c'est vous qui l'avez dit. Hein. Non, mais je veux dire par là, vous avez commencé votre intervention en me disant que vous me trouviez sévère par rapport aux déchets. J'allais dire un peu, j'entends bien, ça fait un peu partie de notre côté de la règle du jeu, ça ne m'empêche pas de m'intéresser. Mais je me pose sincèrement la question, ce que je veux dire, en tant que citoyen, je me pose sincèrement la question sur le traitement des déchets qui, passez-moi l'expression, sont quand même en général régulièrement mis sous le tapis, c'est un euphémisme, par les gens d'EDF quand on en parle. Quand même, la question des déchets, ça date quand même de pas mal d'années. C'est un euphémisme là aussi. Et on n'a pas le sentiment que les choses progressent beaucoup. Il y a eu quand même, il y a quelques mois, l'arrêt du projet, c'est Astrid, je crois, qui était son... Vous savez que ce projet, excusez-moi de vous interrompre, ce projet n'est pas arrêté en fait. Il y a plus d'une centaine d'ingénieurs du CEA qui continuent à plancher là-dessus. Oui, mais là vous êtes bien informé, parce que de notre côté, la version officielle qui a été donnée, notamment au niveau du Parlement, ça a été la décision, et qui pour moi donnait un signe extrêmement inquiétant, parce que le projet Astrid, c'était comment je vais réutiliser les déchets, et tout d'un coup, la communication qui est faite là-dessus, je parle bien effectivement de communication, la communication qui est faite là-dessus, c'est finalement on arrête le projet, mais ceci étant, les déchets, ils sont toujours là. Donc, voilà. Alors après... Ils seront là, excusez-moi, ils seront là encore longtemps. Ceci dit, je crois qu'il y a aussi les problèmes des déchets, ils existent aussi par rapport aux biométhaniseurs. Bien sûr. Non, mais... On est dans une société qui d'ailleurs veut sortir du déchet. La sortie de la notion de déchet, tout à fait, recyclage, par exemple, devient vraiment l'actualité de la période. Tout à fait. Et bien, je vous signale, fait d'ailleurs le 18 mars une journée mondiale du recyclage avec un événement parisien qui est en cours de préparation et qui inclut la notion d'énergie et d'économie par rapport au recyclage, à la valorisation énergétique et des choses comme ça. Donc, forcément, une question de biogaz aussi. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on assiste à un débat un peu trop contradictoire parfois entre les gaziers et les électriciens, qui devraient travailler, il me semble, beaucoup plus ensemble. Parce que la vraie question, c'est effectivement la décarbonation et la transition. Tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois,
Comme vous le savez, nous sommes en période de stratégie française énergie-climat, où il y a un exercice qui s'appelle la rédaction de cahiers d'acteurs d'un différent nombre d'acteurs pour apporter leur contribution à leur vision et entre guillemets, transmettre ces visions à la direction générale d'énergie-climat qui va en faire une synthèse objective, comme chacun sait, etc. Bon, la contribution d'EDF, c'est quand même, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même, il n'y a pas assez de gaz renouvelables, notamment il n'y a pas assez de biométhane, donc il ne faut surtout pas en mettre dans le bâtiment. Je veux dire que là, en termes d'objectivité et de sévérité, ça me paraît effectivement difficile ensuite d'avoir un débat complet. Après, vous m'avez soufflé effectivement ce que j'aurais pu dire et ce que j'ai oublié de dire, ce que je dis parfois et que j'ai oublié de dire aujourd'hui. Effectivement, dans le scénario Kohenov, et vous nous avez rendu hommage tout à l'heure et je vous en remercie, finalement, la conclusion, c'est véritablement, au-delà de cette complémentarité de toutes les énergies qui est notre ADN de base, très clairement, c'est la complémentarité gaz-élec. Quand on fait de la PAC hybride, quand on pousse la PAC hybride, on est bien dans une logique de complémentarité gaz-élec. Et moi qui suis un ancien, pour tout vous dire, effectivement, de la filière gaz, cette opposition gaz-élec, je l'ai vécue, j'y ai contribué, j'y ai participé pendant des années, et je suis le premier à dire, il faut arrêter. L'avenir, il est véritablement dans une complémentarité gaz-élec. J'observe malheureusement qu'aujourd'hui, le discours des électriciens continue à dire il y a de la place pour moi, et pas trop pour les autres. Merci. D'autres questions? Je dois vous laisser. Bon, de toute façon, encore une fois, l'exercice n'est pas évident ni pour vous ni pour moi. Donc, de toute façon, nous nous connaissons pour la plupart, nous restons en contact. Vous savez très bien que nous sommes à votre disposition pour approfondir, répondre à telle ou telle question un peu plus précise, un peu plus pointue, a fortiori lorsque vous aurez pris le temps de lire l'ensemble de notre plateforme, donc pour approfondir tel ou tel point ou challenger tel ou tel point. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous remercie de votre participation, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et puis au plaisir de nous retrouver pour continuer à approfondir un certain nombre de ces sujets passionnants. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.